Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui êtes rue des Carmes. Bonjour à vous qui êtes en ligne. Nous avons le plaisir aujourd'hui vraiment d'accueillir Hamid Bouzarslan, qui est un habitué de l'IREMO, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le plaisir de te recevoir, et donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je sais pas s'il est utile de représenter Hamid, mais quand même en quelques mots. Historien, sociologue du fait politique, spécialiste du Moyen-Orient, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur, comme vous le savez sûrement, de nombreux ouvrages, des ouvrages qui font vraiment référence et qui sont indispensables pour comprendre le Moyen-Orient. Alors je vais en retenir quelques-uns, même si je vais pas pouvoir lire l'ensemble de tes ouvrages, Hamid, mais il y a l'histoire de la Turquie, de l'Empire à nos jours, chez Talandier, pardon. Crise, violence, décivilisation, aux éditions du CNRS. L'antidémocratie au XXIe siècle. Iran, Russie, Turquie, aussi au CNRS. Le temps des monstres, qui est un livre extrêmement important sur le monde arabe 2011-2021 à la découverte. Révolution, qui traite des différentes questions qui nous posent question aujourd'hui sur ce que devient ce Moyen-Orient, ce qu'il en est de ce Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette séance Regard sur le Moyen-Orient à l'horizon 2030. Alors, on va pas pouvoir aborder toutes les questions parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, mais l'idée, en tous les cas, c'est de revenir sur un certain nombre de questions, en partant peut-être de l'Amérique de Trump avec ses conséquences sur cette région qui nous intéresse et qui nous préoccupe. Et puis, on abordera évidemment Gaza, la Syrie, l'Iran, la Turquie, la question kurde, parce que il nous paraît important aussi d'y revenir après les dernières déclarations de Öcalan en particulier, qu'on n'a pas forcément beaucoup traité ici, parce qu'on n'en a pas eu encore le temps, mais c'est une question importante. Quelles conséquences ça peut avoir sur la région? Donc voilà, ce sont ces différents thèmes que l'on va aborder. Alors, pour ceux qui nous connaissent, l'exercice est rituel. Je vais laisser Hamid présenter le sujet en une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après, eh bien, il y aura la partie questions-réponses avec vous. Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous les relayerons évidemment aussi dans cette deuxième partie. Donc, je vous propose tout de suite d'écouter Hamid sur ces grandes questions. Un espèce de tour d'horizon que nous allons faire. Et puis après, dans les questions-réponses, eh bien, nous arriverons sur des questions plus précises. Voilà. Hamid, tu as la parole et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci de cette invitation. Je suis toujours vraiment ravi d'être ici à l'IREMO. C'est une maison que j'apprécie énormément. Et heureusement que vous existez. Merci. Voilà. Donc, d'un côté, il existe effectivement l'ISM à l'école des hautes études, qui est un peu le volet un peu élitiste, disons. Et puis, de l'autre côté, tout en gardant l'aspect très élitiste, il y a quand même l'IREMO qui est ouvert sur la cité. C'est ça. Voilà, sur la cité. Donc, effectivement, le tour d'horizon, ça va être extrêmement facile à faire et très difficile aussi à faire parce qu'on est dans l'imprévisibilité. Je commencerai peut-être par l'Amérique de Trump, parce qu'effectivement, ce qui se passe en Amérique, ça nous concerne tous, à la fois d'un point de vue sociologique, mais aussi dans ses constances et dans ses inconsistances circonstancielles. Récemment, j'ai écrit effectivement un article pour la revue Esprit, en partant vraiment d'une double lecture de Tocqueville sur l'Amérique. Tocqueville, comme vous savez, était en Amérique sous la présidence de Andrew Jackson. Et la présidence de Andrew Jackson s'apparente à pas mal d'égards, donc avec la présidence Trump. Donc, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et Tocqueville insiste, mais vraiment à plusieurs reprises, dans son magnifique livre La démocratie en Amérique, sur un paradoxe des démocraties. Il dit que les sociétés démocratiques ont une double passion, la passion de la liberté et la passion de l'égalité. Et lorsque la passion de l'égalité n'est pas satisfaite, ces sociétés peuvent sacrifier la liberté et faire le choix de la tyrannie. On est dans les années 1830 et 40. Tocqueville lui-même, je ne le considérerais pas tout à fait comme un démocrate. Voilà, ça sera plus, voilà, il aurait, son cœur pencherait plutôt vers la monarchie de Juillet.
Mais il saisit en même temps l'importance de la démocratie, l'importance du processus de démocratisation, le processus d'individuation, et en même temps, il saisit aussi que dans cela, il y a un danger, car les sociétés démocratiques sont d'abord des sociétés en quête de l'égalité. Ça nous dit beaucoup de choses. Bien entendu, il ne faut pas sacrifier la liberté. Je crois que les sociétés démocratiques sont infiniment plus libres aujourd'hui qu'il par rapport à il y a 40 ans ou 50 ans. Regardons le statut des LGBT, le statut effectivement des femmes, la peine de mort, etc. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que ces sociétés sont aussi des sociétés égalitaires? Et on voit qu'en Amérique, effectivement, les plus pauvres, les plus exclus du système, ont voté pour les plus riches, dont l'objectif est, in fine, détruire l'État-providence, ce qui reste de l'État-providence. Un deuxième point qui est très important chez Tocqueville, et cela nous interpelle aussi, il dit les sociétés européennes, les intellectuels, enfin, ils n'utilisent pas le terme d'intellectuel, mais voilà, effectivement, en Europe, on pense que l'Amérique, c'est l'enfance de l'Europe. On se trompe, l'Amérique, c'est la vieillesse de l'Europe. Et donc, les crises qui s'écoulent en Amérique, les tensions qu'il voit en Amérique, sont des tensions de la démocratie en tant que telle, et cela aurait un impact inévitablement sur les sociétés démocratiques d'une manière générale. Et quand on voit effectivement le trumpisme gagner en quelque sorte, au-delà de l'Amérique, cela nous dit beaucoup de choses. Et il faudrait qu'on se détrompe aussi radicalement. On pense que le trumpisme, c'est un système qui cherche l'isolationnisme. Ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui une guerre en Amérique. L'Amérique n'est pas sortie de la guerre, mais cette guerre est contre la démocratie. Cette guerre, c'est contre les libertés civiques des années 60-70. Cette guerre, c'est la revanche de mouvements pro-palestiniens, de mouvements pro-vietnamiens, déjà dans les années 60-70. Cette guerre, c'est la guerre contre affirmative action, donc ce qu'on appelle très injustement comme discrimination positive. Et ce sera très intéressant de lire d'un côté le discours de Poutine et de l'autre côté le discours de Trump. Les mêmes thèmes commencent à apparaître. Poutine définissait déjà dès 2007-2008 la Russie comme une nation-civilisation. Le thème de civilisation aujourd'hui est intégré dans le discours de Trump. Le fait que le droit international n'existe pas, qu'il y a des missions historiques d'un combat non nation et que la conquête territoriale peut faire partie de ces missions, apparaît aujourd'hui chez Trump. Et surtout, il faut dire de l'autre côté, Steve Bannon, qui est l'un des constructeurs du trumpisme, disons, et Alexandre Dugin, qui est l'un des constructeurs de poutinisme. Vous avez vraiment un parallèle. Et dans les deux cas, on voit très clairement souligner, vous, l'Occident, vous êtes dégénérés, c'est nous qui représentons la vraie civilisation occidentale, et c'est nous qui déterminerons votre identité. On n'est pas dans l'isolationnisme, on est dans une définition de l'identité occidentale. Et ce terme occident, bien entendu, en tant que chercheur, moi, je ne l'utilise jamais. Mais ce terme apparaît dans le discours à la fois de Poutine, de Dugin et de Bannon. Et votre identité, ça sera l'identité ultra-conservatrice, musclée, masculiniste, patriarcale, ségrationniste que nous vous imposons. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait vraiment être conscient qu'il y a une constance dans ces mouvements-là. Et ces constances, voilà, effectivement, je crois qu'elles remontent au 19e siècle, y compris en Europe. Voilà, rappelait tout simplement l'Action française, rappelait Charles Maurras, rappelait effectivement la détestation d'une modernité démocratique par ces gens-là. Et de l'autre côté, il y a des inconstances. Et ces inconstances s'expliquent par plusieurs facteurs, par le fait que Trump soit en grande partie un égocrate, et un égocrate trouve ses origines et son horizon en lui-même. Il est son alpha et son oméga simultanément, et il peut changer d'avis. Il adopte une politique de girouette, et l'art de politique est considéré désormais comme l'art de tourner comme une girouette. On l'a vu lors du premier mandat de Trump. Rappelez-vous que Trump avait nommé John Bolton à la tête de National Security Council, Conseil national de sécurité, en lui fixant explicitement comme objectif de préparer la guerre avec l'Iran. Et 6 mois ou 9 mois après, il l'avait limogé parce qu'il voulait préparer la guerre avec l'Iran.
Il a autorisé Erdogan d'intervenir au Kurdistan syrien. Les dégâts ont été considérables avant de réajuster sa politique et envoyer une lettre à Erdogan en disant "Don't be fooled, I will destroy your economy and I will." Donc, je vais détruire, ne sois pas stupide, hein, je vais détruire ton économie et je le ferai. Donc, ces circonstances sont effectivement quelque chose qui, ces changements par rapport aux circonstances, cette imprévisibilité, c'est quelque chose qui est relativement neuf dans la politique américaine. Quand j'étais jeune, et c'était il y a très très longtemps, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ronald Reagan, que je détestais profondément, et que c'était vraiment quelqu'un de très très déplaisant. Et en même temps, on avait une sorte de prévisibilité. On savait ce que Ronald Reagan allait faire. On savait ce que Bush, non pas le premier, mais le fils, Junior, allait faire. Parce qu'on avait tous les documents de American Enterprise, donc effectivement tout ce conservatisme compassionnel, etc. Donc la possibilité, une prévisibilité était là. Alors qu'aujourd'hui, cette prévisibilité a totalement disparu. Et cela est très, très inquiétant. C'est qu'ils nous ont interdit aussi tout simplement d'imaginer le Moyen-Orient au-delà de 24 heures. L'impact direct de tout ceci, c'est de toute façon, voilà, effectivement, je ne parlerai pas de l'Ukraine, hein, qui me tient à cœur pour plusieurs raisons, mais sur le Moyen-Orient, on le voit. D'abord, concernant Israël et Gaza. Netanyahou et Trump partagent exactement la même vision du monde, au-delà de la question d'Israël, au-delà de la question de Palestine, un même modèle égocratique. Le terme de égocratie vient de Claude Lefort. Et aujourd'hui, quand on regarde effectivement le cas israélien, quel bilan tirer au bout de un an et demi de guerre? De toute façon, vous l'avez fait, tu l'avais fait avec le livre noir de Gaza, avec votre pétition qui est apparue il y a quelques jours dans Le Monde, qui est vraiment très, très bien. Voilà. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ça, en premier lieu, nécessite en premier lieu une réévaluation historique d'Israël. Je n'ai jamais été anti-israélien, mais toujours très critique d'Israël. Et on voit aujourd'hui très clairement que les tensions qu'on habitait, les premiers sionismes, parce qu'il n'y a pas un seul sionisme, dans les années 10, 20, 30, hein, ça veut dire y compris avant la Shoah, apparaissent aujourd'hui très clairement. Et on voit très clairement la sagesse de Marx, qui n'a pas toujours été Marx sage, mais en tout cas, il a été parfaitement. Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre lui-même. Les premières tensions qui ont secoué le sionisme donc des années 10-20, c'était quelle identité donner à Israël. Est-ce que c'est une identité judaïque entendue comme ethnique ou est-ce que c'est une identité judaïque entendue comme eschatologique, messianique? Le peuple élu. Et très souvent, pendant une très longue période, à vrai dire, ces deux identités ont été en conflit. Israël n'est pas dans le seul cas à vivre cette expérience. Prenez tout simplement la Turquie, qui a essayé de créer un État parfaitement laïque en érigeant l'islam en frontière ethnique. Donc, est musulman, est turc, celui qui est musulman, et le musulman a pour tâche, pour mission de créer un État laïque. Et on a vu qu'effectivement, cette fixation d'un rôle extra-religieux à une religion, à long terme, ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, dans le cas d'Israël, on voit très clairement que cette tension qui a longtemps opposé les deux camps du sionisme est surmontée, mais dans l'horreur. Autrement dit, on a d'un côté, effectivement, un nationalisme ethniciste, ethnique, très accentué, et de l'autre côté, ce nationalisme est désormais articulé avec le judaïsme eschatologique. D'où le fait qu'il y a à la fois un suprémacisme qui vient de l'État sur une base ethnique et de l'autre côté, une radicalisation à partir d'une perspective eschatologique. Et je pense que Uri Ben Eliezer, un grand historien et politiste dans les années 2000, dans les années 90, avait déjà vu cela et disait que cette tension était ingérable. Uri Ben Eliezer disait durant cette période-là que l'État d'Israël était critiqué à partir de deux postures et par deux camps. Le premier camp critiquait l'État d'Israël
parce il n'était pas assez démocratique. Ceux qui voulaient une résolution pacifique de la question politique, de la question palestinienne, et Uri Ben Eliezer appelait cela la société politique, la société de la solution politique. Et de l'autre côté, un autre camp critiquait cet même État, parce que cet État était beaucoup trop démocratique. Et cet État se basait sur la société militaire, ça veut dire la société de la solution militaire. Et Uri Ben Eliezer montrait comment, déjà avant l'assassinat de Rabin, l'équilibre avait bougé et qu'on entrait dans une construction hégémonique avec beaucoup de manipulation de cette deuxième, voilà, de la victoire de cette deuxième société, la société militaire, la société de la solution militaire. Et ça peut être vraiment très intéressant de revenir aujourd'hui à ces débats des années 90, se rappeler que Netanyahou a été radicalement opposé au processus d'Oslo, que Netanyahou a d'une manière ou d'une autre a célébré l'assassinat de Rabin. Absolument. Pour saisir ce qui se passe aujourd'hui. Un deuxième point qui me paraît très important, effectivement, à souligner, et je reviendrai sur la nécessaire critique de Hamas aussi, mais le deuxième point qu'il faudrait vraiment souligner, c'est la guerre qui est en cours. Et qu'on ne peut pas, à vrai dire, définir comme une guerre. Oui. Il y a quelque chose d'autre qui est en cours désormais, qui a été, je crois, présent, non pas le 7 octobre, même pas le 8 octobre, hein, mais dès le 22-23 octobre, cela apparaissait très, très clairement, la criminalisation de la condition palestinienne, la biologisation du palestinien, et une sorte d'appréhension de la question palestinienne, non pas uniquement sur une base sécuritaire, mais en termes d'espace et d'espèce. Espèce, le Palestinien est défini en tant qu'espèce. Donc, une sorte d'altérité impassible, une sorte d'altérité irréductible qui ne peut se traduire que par une guerre de type social-darwiniste. Et le darwinisme social, rappelez-vous, pour ceux qui ont une formation en histoire, le darwinisme social, c'était ce courant extrêmement influent en Europe de 1870 à 1945, une sorte de perversion totale du darwinisme scientifique et qui considère les espèces comme des espèces biologiques, les sociétés comme des espèces biologiques en lutte les unes contre les autres. Sans prendre en considération le darwinisme social, on ne peut comprendre ni les deux guerres mondiales, ni la Shoah. Et puis, la dimension espace, autrement dit, l'espèce n'est pas appréhendée de manière abstraite par rapport à la Terre, par rapport à la nature, donc une naturalisation extrême de l'autre à partir de son ancrage spatial, et donc l'éradication de l'autre de l'espace. Donc, éradiquer l'autre en tant qu'espèce de l'espace. Une fois de plus, le 7 octobre, on n'en était pas là. Israël n'en était pas là. Le 10 octobre, le 15 octobre, Israël n'était pas là. Mais dès le 22 octobre, le 23 octobre, quand on voit les déclarations qui se répètent, on voit que graduellement, on s'éloigne de la perspective de l'anéantissement de Hamas ou de la libération des otages pour entrer dans une telle lecture. Cela ne signifie absolument pas qu'on peut d'une manière ou d'une autre être complice de Hamas. Je pense qu'effectivement, il est absolument nécessaire aussi de souligner que le 7 octobre a été quand même un crime de masse. Mais au-delà de cela, le 7 octobre a été un crime contre la rationalité, la destruction même de la rationalité. Le 7 octobre, c'était la volonté d'imposer la victoire, la revanche de Kairos sur Chronos. Et je pense que ces thèmes-là sont des thèmes extrêmement importants que les Grecs eux-mêmes ont effectivement mobilisés. Kairos, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu de l'opportunité, de moment opportun. Et utiliser le Kairos signifie qu'à un moment donné, on détruit le règne de Chronos, qui peut être certes injuste, mais qui est le règne du temps institué. Et de penser qu'en 72 heures, on peut effectivement transformer, changer l'histoire de la Palestine, l'histoire de la
d'Israël, l'histoire du Proche-Orient, à partir d'une série massive d'attaques, me paraissait déjà suicidaire dès le 7 octobre. Quand j'ai appris effectivement la nouvelle, on était au rendez-vous de Blois, et au début, on disait, voilà, une cinquantaine de Palestiniens, Israéliens tués, cinquantaine d'Israéliens, ça nous paraissait déjà énorme. Et après, effectivement, on voit comment cette logique de prise d'otage a dégradé les choses, et on ne peut pas du tout, je ne peux pas du tout accepter que la cause palestinienne soit la cause de preneurs d'otages. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, dans un contexte extrêmement difficile, la Palestine doit proposer des alternatives. La Palestine est totalement abandonnée, trahie et abandonnée, y compris par la Turquie et l'Iran. On reviendra, si nécessaire, dans le débat. Le monde arabe a abandonné la Palestine. Les démocraties européennes ne vont pas bouger. Voilà, ne soyons pas très optimistes. Et en Israël même, je ne vois absolument pas de dynamique radicale qui déboucherait sur une refondation israélienne sur d'autres bases. Il se peut que Netanyahou tombe, il se peut que Netanyahou aille en prison. Je pense qu'effectivement, il y a un ras-le-bol par rapport à Netanyahou, parce que tout le monde se rend compte en même temps que la guerre est devenue sa façon de régner, mais aussi ontologiquement être. Donc, comme s'il ne pouvait plus exister politiquement, comme s'il ne pouvait pas exister en dehors de la guerre. Et donc, du coup, lui, il peut tomber. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le bloc hégémonique dont Uri Ben Eliezer saisissait la formation dès les années 90 ne va pas disparaître pour autant. Donc, la Palestine doit engendrer d'autres alternatives. Demander cela aux Palestiniens dans ce contexte extrêmement difficile, je sais, c'est très injuste. Et en même temps, je ne vois pas d'autre solution pour que la Palestine puisse renaître de ses cendres. On l'a vu, la Palestine a toujours été un otage, à vrai dire. Quand vous prenez par exemple 1947-48, ces armées arabes surpuissantes dans leur imaginaire, dans leur hubris, encore un autre terme que les Grecs utilisaient, la surpuissance, et les Grecs disaient il faut rééquilibrer le hubris avec le nomos, donc l'esprit de modération, sinon la réponse c'est Némésis, la revanche de Dieu. Donc, ces armées arabes qui pensaient qu'effectivement, ils allaient anéantir les armées juives en quelques heures, ont abandonné la Palestine. On l'a vu en 67, alors que la radio du Caire annonçait la prise imminente de Tel Aviv, les armées arabes étaient anéanties. 1970, le Septembre Noir, Hafez al-Assad qui a refusé de venir au secours. Voilà. On l'a vu, 76, Tal Azahar, au Liban, les Palestiniens appellent Hafez al-Assad à leur secours. Il vient pour aider leur massacreur, 2000 morts. Donc voilà. Mais il y a eu un moment dans l'histoire palestinienne qu'il faudrait réhabiliter, réactualiser, réétudier la première intifada. La première intifada était effectivement l'intifada, on l'appelle l'intifada, on est en 87-91. Voilà. La première intifada, c'est vraiment l'intifada de la transformation de la Palestine en sujet de son propre histoire. On l'appelle, ce n'est pas du tout par hasard, l'intifada des pierres, parce qu'on a utilisé la pierre comme arme. On l'appelle l'intifada des enfants, parce que les adolescents ont joué un rôle très important. Mais les adolescents ont joué un rôle très important, ça veut dire qu'à la faveur de cela, ils sont devenus sujets politiques. On l'appelle l'intifada des femmes, parce que les femmes ont joué un rôle très, très important, mais cela signifie aussi que les femmes devenaient sujets politiques et la Palestine devenait un sujet politique. Et aujourd'hui, je me demande effectivement si la Palestine ne peut pas se ressourcer dans cet épisode pour pouvoir se repenser, mais repenser aussi les sociétés israélo-palestiniennes. Donc là, ce sera un peu le premier point. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est ce qui se passe en Syrie. Je crois qu'effectivement, personne, y compris moi, on avait prévu une telle chute rapide de Bachar al-Assad. Une fois qu'on a dit ça, après on a été tous dans une sorte d'intensité émotionnelle. Absolument. Absolument. Une densité émotionnelle qui allait de pair en même temps avec beaucoup d'inquiétude.
Et je crois qu'effectivement, cette densité émotionnelle est toujours là, en tout cas, me concerne un peu. Les sources d'inquiétude aussi. Euh, et donc, voilà, je crois que c'est très important de saisir qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, 7 décembre, 8 décembre, pour que Bachar al-Assad tombe en 24 heures. D'abord, les faits. Le Hayat Tahrir al-Sham a pris la ville de Alep. Il n'était que 360. Donc, pas une victoire, mais pas de résistance de côté du régime. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Rappelez 2012-2013, quand la France est intervenue au Mali, Kidal qui tombe, Tombouctou qui tombe, sans aucune résistance. Rappelez-vous 2014, Fallujah qui tombe, 300 000 habitants, Mossoul qui tombe, 1 300 000 habitants, avec 85 000 soldats et policiers officiellement dans la ville, aucune résistance. Et on est dans une situation analogue, ça veut dire la victoire de nouveau maître de pays découle directement de la défaite de l'ancien régime, de l'effondrement de l'ancien régime. Et cet effondrement nécessite quand même qu'on y réfléchisse. Qu'on y réfléchisse à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que la communauté alawite n'a jamais été la communauté qui a gouverné la Syrie, mais le pouvoir est issu malgré tout de la communauté alawite. Et cette communauté, dès 2011, a été prise en otage par le pouvoir. En 2011, rappelez-vous la stratégie de Bachar al-Assad et de Maher al-Assad, donc son frère, c'est on anéantit les villes sunnites, on courtise les Kurdes et les chrétiens, et on montre aux Alaouites que si jamais le pouvoir tombe, c'est qu'il va les attendre. Or, ce qu'on oublie aussi, c'est que durant cette guerre, là aussi le terme de guerre n'est pas tout à fait propice, au moins 100 000 hommes alaouites ont trouvé la mort. 100 000 hommes alaouites sur une communauté de 2 200 000, c'est énorme. Ça nous donne vraiment les chiffres de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que la communauté alaouite a perdu une bonne partie de sa capacité masculine de résistance de guerre. En deuxième lieu, en 2013, le régime de Bachar al-Assad avait été littéralement sauvé par le Hezbollah. C'était l'intervention de Hezbollah avec la prise de la ville de Al-Qusayr à la frontière syro-libanaise qui avait permis au régime de se doter d'une base assez solide territoriale qui allait de la frontière libanaise à la Takié en passant par Damas et en passant par Homs, qui avait été vidé de sa population en grande partie. Sans la présence de Hezbollah, je crois que le régime n'allait pas pouvoir survivre. Or, aujourd'hui, dans son grand hubris, Hassan Nasrallah a été le perdant de la guerre. Et cette perdant de la guerre signifie aussi qu'en même temps, la stratégie iranienne dans la région d'exportation de sa révolution a échoué. En 2013, un général de Pasdaran disait en Iran que la Syrie était la 35e province de l'Iran. Et que si la Syrie et le Khouzistan devaient être occupés simultanément, il fallait libérer d'abord la Syrie, parce que dans ce cas-là, on peut par la suite aussi libérer Khouzistan, mais si la Syrie tombe, on peut même pas rester à terre. Et je pense qu'effectivement, ce sera très intéressant de lire tout ce que les pastorans ont publié sur la Syrie, sur l'importance stratégique de la Syrie. Or, en 2024, ni le Hezbollah, ni l'Iran n'étaient en mesure de protéger la Syrie, enfin le régime syrien. Et puis, un troisième point qu'il faudrait vraiment rappeler, en 2015, c'était la Russie qui avait sauvé, cette fois-ci, le régime de Bachar al-Assad. En prélude à ces bombardements massifs de Alep, la reconquête de Palmyre, avec ce concert absolument obscène de Gergiev devant les ruines de Palmyre. Or, ce pays qui a 17 millions de kilomètres carrés a épuisé une bonne partie de ses ressources humaines et militaires à la faveur de la guerre en Ukraine. Donc,
elle n'était plus capable de sauver le régime. Et donc voilà, le régime s'est effondré beaucoup plus qu'une victoire de a eu lieu. Et donc, après cet écroulement, je crois que la question qui se pose, c'est quelle sera l'évolution du régime. Et c'est là qu'effectivement nos inquiétudes sont toujours très présentes, et on l'a vu par exemple avec le massacre des Alaouites en mars 2025, qui était relativement analogue à ceux qui ont déclenché les guerres civiles, la double guerre civile en Irak en 2004 et en 2014. Donc une sorte de justice vindicative, une sorte de social-darwinisme confessionnel qui considère les Alaouites comme une espèce et qui vise directement les Alaouites. Je pense qu'aujourd'hui, on a le régime actuel qui donne effectivement des signes d'apaisement, doit relever 3 défis. Le premier défi, c'est est-ce que ce régime va pouvoir sortir de sa logique milicienne? Le régime a une très faible base sociale. Tu me le diras quand tu seras de retour. Le régime n'a pas une grande popularité ni à Damas ni à Alep, voire à Idlib. Il y avait toujours des contestations. Idlib était un peu la zone de repli pour Ahmed al-Shara pendant 10 ans. Et donc, le régime a été finalement intronisé par une coalition de 18 milices. Est-ce que demain, le régime sera capable de sortir de cette logique de milice pour devenir enfin, pour ouvrir enfin la voie devant la construction d'un État, je ne parle même pas de la démocratie, d'un État légal, rationnel. Toutes les expériences qu'on a depuis 1975, on a le 50e anniversaire de la guerre civile libanaise, nous montrent que la logique de milice et la logique d'État ne peuvent pas coexister. En deuxième lieu, est-ce que malgré tous les signaux que le régime envoie, il sera capable de sortir de sa logique, non pas de djihadisme, mais de l'islamisme? Idlib, que le régime, que Ahmed al-Shara, à l'époque Al-Jolani avait gouverné pendant 5 ans, était une sorte de djihadiste. Aujourd'hui, est-ce que la Syrie va devenir une sorte de djihadistan ou une sorte d'émirat islamique à l'Afghan, ou est-ce qu'enfin on va tourner la page de l'islamisme en tant que tel? Je ne parle pas de l'islam politique, de la présence d'une sensibilité islamique ou islamiste en politique, je ne parle pas de cela, mais de cette logique de l'émirat islamique. Ce sera le deuxième point. Et ce sera le deuxième test. Et le troisième test, bien sûr, c'est la question kurde, la question druze et la question alaouite. La question kurde, le Rojava, qui est aujourd'hui le cœur du Kurdistan bat dans le Rojava, que la Turquie a essayé d'anéantir en 2017, 2018, 2019, voire que la Turquie a essayé d'anéantir en 2024, avec des attaques assez massives sur des positions kurdes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des négociations entre le nouveau gouvernement et la mouvance kurde. Des négociations qui ont commencé bien avant la chute du régime, parce que les Kurdes apparemment ont refusé la demande russe de Bachar al-Assad de sauver Alep. Je pense que c'était effectivement quelque chose d'extrêmement sage de ne pas se rendre complice du régime pour défendre Alep contre Hayat Tahrir al-Sham. Et visiblement, cela a créé des ponts de solidarité ou de co-responsabilité ou une sorte de devoir réciproque entre les deux parties. Et aujourd'hui, les Kurdes ne sont pas représentés à Damas. Il y a un Kurde dans le gouvernement, mais qui n'est pas représentatif des Kurdes. Mais on sait qu'il y a eu une bonne dizaine d'accords, de mini-accords qui ont été signés entre les Kurdes et le gouvernement central. Donc, d'un côté, il n'y a pas de reconnaissance officielle, et de l'autre côté, les accords sont des accords écrits. C'est comme si, effectivement, on était 2 États ou 2 entités qui coexistaient. Et donc, du coup, la question, c'est effectivement, est-ce que ce rapprochement de faits qu'on observe va pouvoir s'inscrire dans la durée
Et est-ce que le Rojava va survivre et sous quelle forme? Sous quelle forme? On sait qu'aujourd'hui, effectivement, la région que les Kurdes contrôlent dépasse de très très loin la région kurde au sens propre du terme. Raqqa, par exemple, qui n'est pas kurde. Mais parce qu'effectivement, l'État islamique était là, les Kurdes sont entrés. Donc voilà, on sait qu'effectivement, la géographie va changer, sans doute les formes administratives vont changer, sans doute les formes de reconnaissance vont changer. Quel sera l'avenir, on ne sait pas. Mais l'essentiel, c'est cette légitimation d'une entité kurde qui n'est pas sécessionniste, qui au contraire a toujours été contre l'hypothèse de la création d'un État kurde, parce que les Kurdes syriens, comme les Kurdes de Turquie, refusent l'hypothèse de l'État-nation, pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir, parce qu'effectivement, selon la doctrine de Jalan, l'État-nation, c'est à la base de tous les crimes abominables de l'humanité, les guerres, le nationalisme, les pogroms, les génocides. Donc, il s'oppose à la création d'un État kurde, mais d'une représentation kurde. Mais cette représentation kurde signifie qu'on reconnaît l'existence des Kurdes en Syrie, mais en même temps qu'on reconnaît le fait kurde transfrontalier qui dépasse la Syrie. Autrement dit, une rékurdistanisation du Kurdistan des Syriens et une résyrianisation du Kurdistan syrien. Donc, une approche qui serait tout à fait dialectique, mais qui serait extrêmement importante pour les Kurdes. Mais, c'est mon avis, la Syrie elle-même a besoin d'un Kurdistan. Donc, le Rojava est une nécessité pour la Syrie elle-même. Et puis, deux questions qui, il y a encore 6 mois, n'auraient pas pu exister. La question druze. Voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça apparaît très, très clairement. Les Druzes veulent avoir une reconnaissance. Il y a une inquiétude considérable par rapport au djihadisme ou à l'affiliation Al-Qaïda de nouveaux gouvernements, de Hayat Tahrir al-Sham. Il y a des rapports officiels désormais entre les Druzes et Israël. Les Druzes n'hésitent pas du tout à dire qu'ils vont chercher un protectorat israélien si. Mais il y a aussi des rapports désormais officiels entre les Kurdes et Israël, qui sont reconnus, assumés, alors que le mouvement kurde et le mouvement palestinien, pendant 40 ans, sont allés de main dans la main. Peu de gens le savent, les premiers martyrs, entre guillemets, du PKK sont tombés non pas devant l'armée turque, mais devant l'armée israélienne, en 1982, à Beyrouth, au Liban. Or, aujourd'hui, on voit malgré tout une dissociation se faire. Israël est présent sur le terrain. Israël est relativement loin des régions kurdes, mais la région druze, c'est vraiment dans l'humanité. Et la question alaouite, qui n'aurait pas pu exister pour cause, aujourd'hui est devenue vraiment une question centrale et un moment de test. Voilà, si le régime est tenté par une justice confessionnelle vindicative, je crois que là, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Et on sait désormais aussi qu'il y a des rapports entre les Alaouites et Israël. Donc la Turquie se pensait un peu comme la force victorieuse en Syrie. Visiblement, la Turquie a une certaine présence, mais cette présence est limitée quand même par cette présence massive d'Israël qui arrive à répondre à certaines demandes d'une partie de la société syrienne, kurde, alaouite et druze. Et d'ailleurs, une bonne partie des attaques d'Israël sur l'armée, sur les positions militaires syriennes, visaient directement la Turquie, voilà, et pas nécessairement la Syrie. Donc, on en est là. On en est là, et puis pour le reste, comme j'ai dit, c'est des circonstances. Je crois que j'ai déjà trop parlé. Mais vas-y encore un peu. Non, je parle 1 minute et demie encore pour conclure. Ouais. Non, voilà. Pour le reste, effectivement, on est dans des incertitudes. La première incertitude, bien entendu, qu'est-ce que les États-Unis vont faire en Syrie? On sait que Trump peut se retirer, mais l'équipe de Trump est très pro-kurde. Voilà, le ministre des Affaires étrangères est très, très pro-kurde. Le chef du Conseil national de sécurité est très pro-kurde. Lindsey Graham est très pro-kurde, qui est très influent au Sénat. Et donc, c'était eux qui, en 2018, avaient empêché la Turquie de détruire totalement le Rojava. Donc, quelle sera la position américaine? Quelle sera la position américaine par rapport à l'Iran? Donc,
à quoi ces négociations vont déboucher entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, le régime iranien n'avait plus aucune autre légitimité que la cause palestinienne et la défense des chiites, des communautés chiites dans la région. Aujourd'hui, cette cause risque de lui échapper totalement. Et dans ce cas-là, s'il y a une négociation qui aboutit, comment le régime va pouvoir se relégitimer en interne? Et s'il échoue, comment le régime va pouvoir gérer les conséquences? Et je ne parle pas de conséquences militaires, ne serait-ce que des conséquences économiques. Donc cela, c'est aussi un inconnu. L'avenir de la guerre d'Ukraine va avoir un impact considérable sur le Moyen-Orient. On le sait, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a une sorte de désir de revanche à Moscou qui s'exprime de plus en plus clairement. Je pense qu'effectivement, si on tourne la page de la guerre en sacrifiant l'Ukraine, sans doute la Russie voudrait faire payer à la Turquie sa trahison en Syrie, alors qu'on sait que c'est pas Erdogan qui est aux manettes. Voilà, voilà, le scénario n'a pas du tout dépendu de quelque chose qui avait décidé à Ankara, mais dans la lecture de Moscou, c'est très clair. La Turquie a trahi la Russie en permettant effectivement la chute de Damas. Donc voilà, quelles seront ces conséquences? Quelles seront les conséquences énergétiques? Il y a des enjeux énergétiques considérables sur lesquels je ne suis pas du tout spécialiste, mais voilà, quand vous voyez le rapprochement entre l'Égypte, Chypre, Israël et la Grèce, vous êtes impressionnant. Et je pense qu'effectivement, cette zone énergétique concerne, voilà, pour l'Égypte est beaucoup plus important que la Palestine, dont ils sont morts totalement. Voilà. Donc, cher Agnès, je m'arrête là. Il y a un tour d'horizon. Un grand merci, Hamid, pour tous ces éléments. Il y a beaucoup de questions. Alors, je vais juste profiter de ma position, mais pour une première question, et qui va permettre de lancer après le débat à la salle. À 2 reprises, tu as parlé de guerre à Gaza et guerre en Syrie, en disant que ça n'était pas le bon terme. Alors, je veux savoir, toi, comment tu qualifies et quel serait le bon terme à utiliser lorsque l'on parle de ce qui se passe à Gaza et lorsque on parle aussi de la Syrie, alors avant la chute du régime. Mais pourquoi tu as mis en question ce terme dans ces 2 cas? Je trouve, c'est une question qu'on entend régulièrement et qui, moi, me paraît essentielle aussi. Alors, j'ai pas de réponse, mais peut-être quand même quelques éléments. Je me suis beaucoup posé cette question par rapport à la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne. J'ai lu, j'ai relu, mais des dizaines de fois le déroulement des événements. Non, il s'agissait tout simplement d'une entreprise de la destruction systématique de la démocratie et des bases territoriales et humaines qui permettaient à cette démocratie de vivre et de survivre. Et là, je pense qu'effectivement, le terme de guerre n'est vraiment plus du tout approprié. Le terme de stasis n'est pas approprié non plus. Stasis, c'est cet état de discorde que les Grecs utilisaient. Et éventuellement, on peut dire que dans la guerre civile libanaise, donc 1975 à 1990, on peut parler d'un état de stasis, d'une guerre civile. Ça veut dire il n'y a plus un seul acteur qui est structurant, ou 2 camps qui voilà. Il y a plusieurs camps qui sont en guerre. Une partie importante de la société est militarisée. La civilité est tombée. Et ce n'est pas du tout par hasard que Aristote dit, lorsque on entre dans la guerre de stasis, dans l'état de stasis, la lâcheté, c'est de ne pas prendre position. On lâche ceux qui prennent la paix. Parce qu'il dit tout simplement la civilité qui gérait la cité a disparu. Et ce n'est pas du tout par hasard non plus qu'Aristote ajoute après, c'est les criminels qui mènent la guerre qui après doivent sortir de la guerre. Autrement dit, la guerre va couronner leur succès en les mettant effectivement dans une posture politique et de responsabilité. Donc peut-être qu'effectivement la guerre civile libanaise peut correspondre à ça. Gaza, non. Voilà. La résistance de Hamas a duré quoi, 2 mois? Même pas. Donc après c'était quelques fusées, quelques missiles par-ci par-là. Donc on peut plus du tout dire qu'effectivement à Gaza on est dans la guerre.
On ne peut pas du tout dire qu'en Syrie, on était dans la guerre, hein. Je veux dire, là aussi, on a vraiment la chronologie. Aujourd'hui, si tu trouves quelqu'un pro-Bachar, hein, personne ne veut voir qu'est-ce qui s'est passé en Syrie. Jusqu'à été 2011, la contestation syrienne est pacifique. Oui, absolument. Voilà. On tire sur les manifestants, mais les manifestants, effectivement, se laissent voilà, tirer vraiment comme des canards, et puis après, Oui. reviennent. Et ce n'est qu'en été 2011 que le mouvement se militarise. Mais pour moi, le cas syrien, c'est la destruction d'une société Mhm. par une, une force paramilitaire kleptocratique. Et à preuve, c'est que Bachar al-Assad disait en 2017, mais là, tu l'as lu dans le livre noir Mhm. de Oui, Bachar. Donc voilà, effectivement, Bachar al-Assad dit en 2017, hein, nous avons perdu une bonne partie de notre jeunesse. oui. Nous avons perdu nos infrastructures qui nous ont coûté des années à reconstruire, mais nous sommes devenus une société meilleure. Mhm. Une société meilleure, c'est quoi? 500 000 morts et 12-13 millions de réfugiés ou de déplacés internes sur 22 millions. Voilà. C'était une volonté de détruire délibérément la société pour se maintenir en tant que pouvoir, en tant que l'empire souterrain de Captagon et de centre de Mhm. culture. Mais alors, du coup, à Gaza, on peut dire quoi? Je dirais effectivement la destruction. Destruction. Voilà. Au-delà de nettoyage ethnique, il se passe quelque chose d'autre. C'est ça, oui. Voilà. La destruction. Voilà, c'est la destruction. Comme j'ai dit, effectivement, il y a une dimension sociale darwiniste. Il y a cette dimension qui apparaît de plus en plus clairement, comme j'ai dit, vraiment en termes d'espace et d'espèce. Mhm. La définition de l'autre comme espèce. Le Palestinien n'est pas palestinien. Mhm. Ou en tant que Palestinien, il fait partie d'une espèce. C'est ça, oui. Donc, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est très différent. Mhm. Et une fois de plus, tout ceci n'était pas prémédité, hein. Donc voilà, y compris quand vous regardez le 6 octobre, Hamas continue à recevoir 25 millions de dollars ou jusqu'à 30 millions de dollars qui transitent par Israël. Voilà, il y a une complicité entre le Hamas et Netanyahou, et une très grande complicité qui visiblement va avoir des conséquences juridiques entre Netanyahou et Qatar. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'imagine que vous avez les uns les autres des questions et puis on fera attention en ligne. On prendra aussi des questions en ligne. On va commencer par 2-3 questions dans la salle et après on passera en ligne. Merci beaucoup. Quel impact peut avoir l'initiative française de reconnaissance de l'État de Palestine pour la définition de nouveaux scénarios dans la région? Alors, Attendez, on va peut-être prendre 2-3 questions. oui. Merci, Madame Agnès Mevalois, pour être à la chaîne de télévision tout le temps. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous rectifiez les tirs des gens qui sont spécialistes, que ce soit les Algériens en comme un grand journaliste du Figaro qui dit qu'il faut renouveler avec Assad, malgré qu'il n'ait pas fait la cacheture parce que le monde arabe a renouvelé la paix. Une autre fois que je vous ai dit bien répondre à une dame qui dit il a donné sa bénédiction à l'armée israélienne quand il a violé la frontière syrienne pour protéger, soi-disant, les Druzes. Donc, merci beaucoup pour être à la chaîne si vous trouvez de la vérité. Maintenant, deux questions courtes. Ça dépend à qui. J'ai pas compris le Rojava syrien que vous avez dit, c'est oui. Si j'ai bien compris, je ne peux pas aller au-delà. Deuxième question, est-ce que l'État palestinien, bon, je rejoins mon collègue qui dit l'État palestinien, est-ce que, vous n'avez pas parlé, est-ce que 2030, il y aura un État palestinien ou il y aura des poussières de Palestine? Ça, c'est... et pour les Kurdes, troisième point, peut-être que je ne peux pas manger, les Kurdes, je crois que Kamal Chandla, on lui a proposé, le père de Soresh, le Druze, excusez-moi, on lui a proposé un État druze assez grand dans les années 50-60. Les Israéliens lui ont proposé. Il l'a refusé parce qu'il a dit nous sommes des Druzes, des nationalistes arabes, nous ne pouvons pas que le cadeau israélien empoisonné. Les Israéliens, ils ont essayé avec les chrétiens, et on sait que Gemayel, le Bachir, il a refusé aussi cet État chrétien. Alors, est-ce que aujourd'hui, entre la Turquie qui veut préserver l'unité des territoires syriens parce que ça va de son intérêt,
de sa démographie intérieure, ou est-ce que c'est le plan israélien qui va prévoir, il n'y aura plus de Syrie unie? Merci. Bon, peut-être il y a déjà plusieurs Oui. questions, donc je pense que ça vaut la peine de. Alors oui, un grand merci. Je pense que bon, symboliquement, c'est très important pour moi que la France décide de reconnaître un État d'Israël. De Palestine, oui. Pardon, de Palestine. Voilà, le lapsus. Après, je ne pense pas qu'il y aura des conséquences immédiates. Je pense que pour qu'il y ait des conséquences immédiates, il faudrait que l'Europe développe une politique Ouais, c'est étrangère. ça, ouais, Voilà. Parce que reconnaissons-le, la notion de puissance moyenne n'a pas beaucoup de poids dans la politique internationale. L'Europe est quand même la première économie du monde, je crois devant les Américains. L'Europe est quand même une force démographique. L'Europe a une histoire à la fois détestable et en même temps honorable. Détestable parce qu'il y a une histoire des guerres, du colonialisme, de l'impérialisme, tout ce que vous voulez. Mais il y a eu de l'autre côté des moments d'ouverture, de grande ouverture de l'Europe par rapport au Moyen-Orient, par rapport à la question palestinienne. Voilà, Oslo, c'était quand même aussi une initiative européenne avant de devenir une initiative américaine. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'atouts, mais pour cela, je crois qu'effectivement, il faudrait qu'Israël, il faudrait que l'Europe devienne vraiment une force unifiée, capable, au moins sur certaines politiques étrangères, à peser. Jusqu'à maintenant, le rôle de l'Europe, parce que bon, c'est vrai que je crois depuis 48 ou peut-être même en 48, la Palestine n'avait pas subi une telle destruction. Même 48, c'était pas ça. Mais c'est pas la première guerre de Gaza. Et chaque fois, qu'est-ce que l'Europe a fait? Après les destructions, elle paye. Donc voilà. Je pense que non, il faudrait qu'il y ait à un moment donné une autre vision du monde. Alors, concernant votre question, effectivement, le Rojava est une nécessité parce que ça fait partie du Kurdistan. Quand vous regardez, par exemple, la frontière turco-syrienne, comment cela a été établi, et quand la Turquie est intervenue en Afrin avec le soutien de ces djihadistes, Afrin est séparée des zones kurdes de Syrie. Et de l'autre côté, Afrin est dans la continuité directe du Kurdistan syrien. Donc, quand vous regardez effectivement l'évolution du mouvement kurde, vous avez effectivement un poids des Kurdes syriens qui est absolument considérable. Et de l'autre côté, quand vous regardez l'évolution de la Syrie, les Kurdes ont joué quand même un rôle très important. Dans les années 50, je vous recommande de lire les mémoires de Nurettin Zaza, qui est une grande figure kurde syrienne. Il y a une double radicalisation qui se vit parmi les Kurdes syriens en tant que militante de gauche kurde syrienne et en tant que militant gauche syrien, simultanément. Le Parti communiste syrien a été dirigé pendant 30 ans par Khaled Bektash, qui est un kurde. L'un des écrivains les plus importants de la langue arabe en Syrie, Salim Barakat, est kurde. Donc voilà. Donc de ce point de vue-là, je sais qu'effectivement voilà, y compris Burhan Ghalion, qui j'aime beaucoup, ne savait pas qu'il y avait une question kurde en Syrie. Mais bon, voilà, il y a ça. Et donc, du coup, je pense qu'en plus, si on ne veut pas demain avoir un émirat, il faudrait quand même qu'il y ait un contrepoint qui puisse proposer un autre modèle. Je sais que le modèle kurde aujourd'hui ne survivra pas non plus à cette tempête. Donc, ce modèle anarcho-syndicaliste de représentation directe, de confédéralisme démocratique, écologique et féministe. Mais au moins dans la dimension féministe, on a vu qu'effectivement, il y a eu quand même une promotion des femmes. Donc, c'est par rapport à cela que la Syrie a besoin de sa pluralité. La Syrie a besoin de sa alaouite. Rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé en 2003. Les Américains occupent l'Irak. Je crois qu'ils étaient le seul Kurde à être opposé à cette guerre. Voilà, parmi les Kurdes, effectivement, tout le monde était ravi. Mais à la limite, je dirais que la guerre n'était pas la plus grosse erreur qu'ils ont faite. Au lieu d'aller coopter parmi les sunnites, ils ont décrété que la communauté sunnite était la communauté de Saddam Hussein et donc criminaliser cette communauté. Le résultat immédiat a été 2004, la naissance de l'État islamique, voilà, Al-Zarqawi et la première guerre civile. 10 ans après, cette fois-ci, les Irakiens n'avaient pas besoin des Américains pour faire la même erreur. Le même résultat s'est produit. 2014-2017, la guerre civile. Donc voilà, la Syrie a besoin de ces Alaouites. La Syrie a besoin de ces Druzes. Ils ne sont pas une communauté ethnique, mais la Syrie a besoin de ces femmes.
Ils ne sont pas une communauté ethnique, mais la Syrie a besoin quand même aussi de cette couche intellectuelle. La Syrie a besoin de cette pluralité. On a fait l'expérience du national-socialisme baathiste en Irak et en Syrie, on a vu qu'est-ce que ça donnait. Donc, on a besoin d'une nouvelle Syrie. Et puis, votre troisième question, Kamal Jumboulat et surtout son fils, Walid, il est très fier de sa kurdicité. Il le répète toujours. Et effectivement, il vient d'une famille kurde. Druze. Kurde. Kurde. Walid, il vient d'une famille Oui, kurde. il en est fier. Hein. Là, ça veut dire le cœur acier. Oui, mais ça vient aussi, ça vient voilà, ça vient d'une dynastie qui s'est révoltée au XVIe siècle, pendant la révolte, voilà, de Djelali, etc. Donc voilà, il a une histoire. J'ai lu les mémoires le Liban de Kamal Jumboulat, le livre qu'il a écrit en 1977, et il dit, nous sommes issus d'une famille kurde, et Jumboulat, ça veut dire le cœur acier. Oui, voilà. Et donc, après, effectivement, je pense qu'effectivement, quand on parle des stratégies israéliennes, des réponses druzes, des réponses chrétiennes, il faudrait vraiment avoir à l'esprit la chronologie. Hein. Ce rapprochement, par exemple, entre Israël et les Druzes, je ne crois pas que ça soit effectivement tout de suite en 48 sous forme de « on va vous créer un État ». D'autant plus qu'en 1925, tout le monde sait que la principale figure de la révolte syrienne était quand même un Druze. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait être très très attentif à la chronologie. Pour le reste, il est évident que c'est dans l'intérêt d'Israël de dire, voilà, effectivement, je trouve des alliés. Aujourd'hui, bon, il y a plusieurs conférences qui ont eu lieu en Israël sur la question kurde. Pas sur la question arménienne. Pourquoi? Parce qu'on a allié avec l'Azerbaïdjan. Ouais, absolument. Donc voilà, on contribue à l'anéantissement de Karabakh, qui a connu effectivement la neutralité. Donc du coup, on ne touche pas du tout à la question arménienne, mais il y a eu quand même pas mal de conférences, par exemple, sur la question kurde en Israël. Donc vous avez effectivement ces calculs. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que si les Druzes aujourd'hui cherchent l'appui des Israéliens, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Comment produire effectivement la sécurité? La sécurité, c'est quoi? Voilà, Ibn Khaldoun. Donc, je me réfère toujours à Ibn Khaldoun, 14e siècle. La civilisation, c'est la confiance dans le temps et dans l'espace. Comment produire cette confiance? Comment dire qu'effectivement, je peux me mouver dans l'espace? Je ne suis pas obligé, je ne suis pas contraint à une fixation. Je ne suis pas contraint à un déplacement. Je peux maîtriser l'espace. Et je peux maîtriser le temps, ça veut dire que je peux me projeter dans l'avenir. Si vous privez effectivement un groupe de cela, inévitablement, le résultat va être effectivement qu'ils vont chercher, voilà. Et tu as posé la question d'effectivement, qu'est-ce que l'Europe peut faire, enfin, la France et la décision de France. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, l'Europe peut jouer un rôle très important en tant qu'Europe dans la production de cette confiance en Syrie. Alors, il y a des questions en ligne. Il y en a même beaucoup. Donc, alors, la première question, c'est quelles sont les perspectives dans les relations entre la Turquie et Israël? Les deux États continuent-ils d'être des partenaires économiques? Ensuite, on a une autre question. Qu'est-ce qui se passe entre le 7 octobre et le 22 octobre du côté d'Israël? Pensez-vous qu'Israël va laisser Trump tisser un accord avec l'Iran et permettre un certain apaisement dans la région? Donc, officiellement, il n'y a pas de rapport économique entre la Turquie et Israël depuis un an. Et de l'autre côté, l'exportation d'acier de la Turquie vers la Palestine a augmenté de 9000%. Voilà, vous connaissez Israël, hein, pas Palestine. En tout cas, moi, je me suis pas mal baladé. Partout, il y a des industries d'acier. Non, il n'y a pas une seule industrie qui puisse utiliser l'acier. Cet acier va directement à Israël. Voilà. Peut-être par les intermédiaires palestiniens, mais va quand même en Israël. 9000%. Je veux dire, effectivement, qu'est-ce que les Palestiniens feraient avec autant d'acier? Alors, voilà, tout ce qu'on connaît effectivement comme industrie, c'est des petits ateliers. Donc, de l'autre côté, les rapports entre Israël et la Turquie, effectivement, sont arrivés à un niveau extrêmement tendu. Pour cela, il y avait plein de raisons. En premier lieu, l'attitude d'Erdogan. Quand Erdogan a dit, comme nous sommes arrivés sans crier gare une nuit à Karabakh, donc l'Arménie, nous viendrons aussi une nuit sans crier gare en Israël. C'était pas peut-être
très fin, ni très malin, voilà, pour apaiser la situation. Et quand vous lisez les derniers rapports de Knesset ou des ministères de la Défense, ils sont donnés toujours avec des pages censurées. 20 pages censurées, 30 pages censurées. Désormais, ils le disent très clairement, l'ennemi numéro 1, c'est la Turquie. Ah oui. On a édenté Israël. On a édenté l'Iran. On a édenté l'Iran. L'ennemi principal désormais est la Turquie. Et quand ils ont bombardé cette base militaire, je ne sais plus combien, ils l'ont expliqué qu'effectivement la cible avait été la Turquie qui voulait s'y installer. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a vraiment franchi une étape. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 7 octobre et 22 octobre? J'ai dit 22 octobre, mais bon, ça peut être le 1er novembre, etc. Donc, autour de cette période-là, c'est que désormais, je crois qu'effectivement, une ligne apparaît dans la pensée israélienne. Et cette ligne, c'est que il s'agit, la cible est Gaza et non plus le Hamas. Voilà. Il s'est déjà passé 3 semaines. Les otages sont pour l'essentiel encore en vie, mais on peut sacrifier les otages. Donc, la libération des otages ne devient, voilà, cesse d'être une priorité et l'ennemi est redéfini. Je crois que c'était le chef d'état-major qui disait qui attaque Israël perd de territoire. Il a rappelé que depuis 47, ça avait toujours été comme ça. Vous attaquez Israël, ça ne reste pas impuni en termes d'amputation. Puisqu'on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une inimité classique. Et puis, est-ce que un accord entre Trump et l'Iran va apaiser la situation? Est-ce qu'Israël va accepter cela? Très difficile à dire aussi. Il y a eu un message direct de Netanyahou en anglais aux Iraniens. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il a fait 2 messages, l'un aux Libanais avant la guerre, l'autre, voilà, l'autre aux Iraniens. Jadis on était amis, jadis on était des alliés. Voilà, effectivement, le cas de ce grand roi, le grand roi persan qui avait protégé voilà. Donc voilà, effectivement, il avait fait cette déclaration. Je pense que si un Iran est édenté, Israël n'aura aucun mal à survivre à ça. Ce qui inquiétait Israël, effectivement, c'est la question nucléaire. Et ce qui inquiétait Israël, c'était le Hezbollah et les groupes chiites. Groupes milices chiites. Parce qu'Israël, n'oublions pas, a perdu la guerre de 2006. Avec le Hezbollah. Absolument. Et je pense que le traumatisme de cette défaite n'est toujours pas passé. Après, voilà, effectivement, ce qui s'est passé au Liban, ça n'est pas exclusivement lié à la cause palestinienne, à la guerre de Gaza. Tu vois, même là, j'utilise le terme de guerre malgré tout. Mais c'était aussi une prise de revanche. Voilà. Oui, ça c'est sûr que sur l'histoire du Liban, il y avait cette idée pour Israël de cette armée qui avait été vaincue et qui n'a jamais supporté cette situation, hein, et qui du coup a été encore plus forte dans sa réaction. Voilà. Et, encore plus fort et visiblement, voilà, cette guerre s'était préparée quand même depuis 6 ou 7 ans. C'est ça, absolument. Tous les éléments étaient là, quoi, en fait. Y compris l'histoire des beepers. Hein. Absolument, qui a été préparée de longue date et qui était une réaction à cette humiliation vécue comme telle par l'armée israélienne en 2006. Tout à fait. Il y a d'autres questions en ligne, donc on va... Alors, l'Arabie Saoudite semble prendre une place centrale au Moyen-Orient, notamment en tant que puissance diplomatique. Quelle place sera celle du Royaume dans la région et dans le monde? Et ensuite, est-ce que le Hezbollah risque de renaître dans une visibilité pour 2030? Merci. Alors, la première question, je pense que toutes les puissances, Israël est compris dedans, se croient à un moment donné surpuissants. Et cette hubris est vraiment dangereuse. Voilà. L'Arabie Saoudite s'en est pris au Yémen. Avec cette opération à un nom ronflant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était pas la liberté immuable, mais c'était pas la nouvelle ordre, mais c'était, voilà. De toute façon, c'était toujours très frustrant.
Voilà, un imaginaire totalement stérile. Et puis, il y a eu des jours où l'Arabie Saoudite a dépensé 200 millions de dollars par jour pour la guerre. Ouais. Le résultat a été finalement vraiment humiliant pour l'Arabie Saoudite et pour les Émirats. Bien sûr, aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a une demande de puissance arabe. Absolument. L'Irak est totalement défait, la Syrie n'existe plus, l'Égypte, cette fois, pour une fois dans la sagesse, ne veut pas jouer un rôle régional. L'Égypte a refusé, par exemple, d'envoyer des soldats au Yémen, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a eu déjà une première expérience. Mauvaise. Voilà, mauvaise. Donc voilà, effectivement, l'Égypte ne veut pas être présente sur le terrain. Donc il y a cette volonté d'avoir une puissance arabe qui pourrait contrer les deux puissances non arabes de la région, l'Iran et la Turquie. Mais de là à surexagérer son poids, je crois qu'Israël, l'Arabie Saoudite serait une erreur. Et Israël, en pensant qu'il est en train de construire la carte le Moyen-Orient de 2030, pourrait aussi être victime de son hubris. Absolument. Voilà. Nous ne savons pas de quoi le lendemain seront faits. Imaginez-vous effectivement une crise très grave politiquement parlant en Israël. Quelle sera effectivement, peut-être que l'approche par rapport à la question palestinienne ne changera pas en interne, mais quelles seront les conséquences en externe. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment il faut laisser les portes ouvertes. Donc voilà, on ne peut pas anticiper sur les choses, mais dire tout simplement qu'il y a une demande de puissance arabe, ça c'est sûr. Et puis la deuxième question, c'était... Sur le Hezbollah. Alors, je ne souhaite pas l'anéantissement de Hezbollah. Sinon, le Liban sera vraiment dans un mauvais état. Mais il est extrêmement important pour moi que le Hezbollah n'ait pas de mission militaire. Que le Liban se reconstitue en tant qu'État. Et pour se reconstituer en tant qu'État, il faut sortir de cette logique milicienne. La domination de Hezbollah a été le prix à payer pour finalement apaiser la Syrie. C'était juste avant la guerre du Golfe, 1990. Donc, on a dit, puisqu'on n'arrive pas à produire un Léviathan interne, on va exporter le Léviathan en externe, et la Syrie sera ce Léviathan. Les puissances arabes l'acceptent, Taïf, et l'Amérique est reconnaissante à Bachar al-Assad, parce que pendant ce temps-là, il ne se ralliera pas avec Saddam Hussein. Et ce règne a duré quand même jusqu'à 2005 d'abord, et de 2005 à aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il faudrait que quand même l'État libanais devienne un État. Et que les conflits intra-libanais deviennent des conflits intra-libanais. Une sorte de ré-libanisation du Liban. Une sorte de ré-syrianisation de la Syrie. C'est très déchirant de le dire pour moi parce que je suis internationaliste depuis que je suis enfant. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être passer par cette ré-nationalisation des conflits avant de pouvoir imaginer le dépassement de ces États. Et pour cela, il faudrait effectivement que le Liban devienne un État, qu'il y ait une armée au Liban, qu'il y ait une classe politique au Liban qui arrive à vivre ces conflictualités. Et à cette condition que le Hezbollah soit un parti politique dépassable. Ça veut dire qu'effectivement, demain, il peut y avoir d'autres partis d'origine chiite ou pas d'origine chiite. Il se peut qu'il y ait effectivement des partis intercommunautaires. Il y a quand on dit laïcité au Liban, on veut dire équidistance par rapport à la confession, supraconfessionnalité. Donc, le Liban a besoin de tout ça. Mais pour cela, voilà, effectivement, comme j'ai dit, moi, je ne veux pas de la disparition de Hezbollah pure et simple, mais que le Hezbollah ne soit plus une organisation milicienne. En fait, ça pose vraiment la question de la milicisation de la région, puisque ce phénomène de milice, on le trouve absolument partout. Partout maintenant. Et comment ça a commencé au Liban en 75. Voilà. Et comment faire en sorte de sortir de cet État qui est en train de verrouiller, si je puis dire, l'ensemble des États de la région et empêchant de fonctionner comme des États. Absolument. Parce que là aussi, voilà, effectivement, j'ai dit que pour Ibn Khaldun, la civilisation était la confiance dans le temps et dans l'espace. Vous aviez jusqu'à 1200 milices en 2012 en Syrie. 1200. Vous aviez 2012-2013 jusqu'à 300 milices en Libye. Ça veut dire que vous fragmentez le temps et l'espace en 1200. Alors qu'un État est la fluidité. Hein. Donc voilà, effectivement, Bourdieu dit, l'État, c'est l'unification des champs, mais l'État, c'est aussi la gestion du temps pour que nous puissions disposer de notre temps. Voilà, on a fixé ce rendez-vous ici.
Mais pour qu'on puisse fixer ce rendez-vous ici, d'une, il faudrait qu'on ait confiance les uns aux autres. Et de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait un temps global qui nous permette de créer notre temps micro. Et il faudrait quand même que je dise, voilà, j'ai pris le bus, je raconte mon trajet, hein, donc voilà. Et le bus ne marchait pas, j'étais en colère, j'ai pris un métro. Mais ça veut dire que je suis en confiance. Je peux prendre le métro. La maîtrise de l'espace, c'est ça. Et donc, si vous êtes dans une logique milicienne, eh bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas partager, voilà, vous ne pouvez pas autoriser qu'il y ait un autre temps à côté de votre temps. Ouais. Vous unifiez la communauté organique. Vous pensez la communauté comme une communauté organique. Et en 2019, quand les chiites se sont révoltés en Irak et au Liban, c'était tout simplement pour dire, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas une communauté organique. Oui, une question sur la Turquie. Mm. Comment imaginez-vous les luttes pour le pouvoir avec tout ce qui se passe maintenant? Question très simple. Comme toutes les questions. Et donc, vous aviez une question aussi? Oui. Alors, la cause palestinienne sera-t-elle morte et enterrée en 2030 ou assisterons-nous à une résurgence de la violence due à la frustration sous une nouvelle forme? Et pour la Syrie, risque-t-on d'assister à des coups d'État comme avant si Ahmad el-Sharaa échoue? Alors, je commence par la deuxième question, parce que la première est vraiment, voilà. La cause palestinienne ne peut pas ressusciter à travers la violence, je ne pense pas. Il faut trouver d'autres langages. Il faudrait trouver d'autres alternatives. Et il faut se rappeler aussi que la Palestine est à la fois unifiée et multiple. Vous avez la Palestine de la proximité, la Palestine des territoires. Vous avez pour le moment, et j'espère que ça restera durable, la Palestine de Gaza. Vous avez la Palestine de l'intérieur d'Israël. Vous avez la Palestine des diasporas de proximité. Ça veut dire le Liban, la Jordanie. En Syrie, ce n'est plus le cas parce que Yarmouk a été détruite. Et vous avez la Palestine des diasporas lointaines. Donc, tout ceci constitue à la fois des fragments et en même temps des fragments qui sont unifiés. Et j'espère qu'effectivement, au sein de ces fragments-là, d'autres alternatives émergeront. Mais je ne pense pas du tout que la violence soit une alternative dans le cas palestinien pour régénérer la question palestinienne ou réactualiser la question palestinienne. Pour la Syrie, je n'écarte aucune hypothèse. Comme j'ai dit, le régime est, à mes yeux, très, très, très faible. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'armée non plus. Voilà. S'il y a un coup d'État, ça veut dire que ce sera un coup d'État intramilicien ou d'une milice contre une autre milice. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la société syrienne est très fatiguée. En même temps, paradoxalement, ça peut être aussi une chance. Ça veut dire que la société a besoin de se reconstituer. Et donc, du coup, cela peut permettre de disposer peut-être un peu de temps pour créer des institutions. Aujourd'hui, là aussi, pourquoi le Rojava? Vous aviez posé la question, pourquoi la Syrie aurait besoin de Rojava? À la limite, le Rojava est le seul espace institutionnalisé en Syrie. Il y a une densité institutionnelle beaucoup plus forte en Syrie, au Rojava qu'en Syrie même. Et aujourd'hui, vraiment, il faut institutionnaliser la Syrie. Et pour cela, sortir de la logique milicienne. Une fois de plus, on retombe mais vraiment sur ça. Alors, votre question sur la Turquie, bien sûr, c'est vraiment très, très important. Je pense que le pouvoir est en érosion. Ce qui ne veut pas dire qu'il va tomber demain, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se radicaliser, il ne va pas apporter une réponse très musclée, mais le pouvoir a survécu jusqu'à maintenant en assommant la société, en détruisant tout repère cognitif dans la société. Voilà, on est en guerre, mais on ne sait pas si on est en guerre contre la Russie, si on est en guerre contre l'Amérique, tantôt c'est lui, tantôt c'est elle, on change d'alliance, on est en alliance avec Fethullah Gülen, ce prédicateur, voilà, ceux qui critiquent Fethullah Gülen vont en prison, après non, effectivement, Fethullah Gülen devient ennemi, on provoque une crise avec les États-Unis, le dollar passe à 6 livres, aujourd'hui le dollar est à 40 livres. Erdogan dit en 2018, pour les élections de 2019, donnez à votre pauvre frère le pouvoir, vous allez voir comment la question économique sera résolue. Comme s'il n'était pas au pouvoir depuis 15 ans,
Et depuis 2018-2019, et ben voilà, on est en 2025. Donc, et la crise économique est plus grave que jamais. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il y a une érosion de crédibilité. Et il y a une érosion de crédibilité aussi parce que jusqu'à maintenant, le pouvoir produisait le discours et la légitimité. Aujourd'hui, le pouvoir est devenu totalement creux. C'est la rue qui produit la légitimité. Et l'arrestation de maire d'Istanbul, de ce point de vue-là, était très importante. Le pouvoir ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle réponse. Et dans cette réponse-là, il y a le rôle des jeunes qui n'ont connu rien d'autre que le pouvoir de l'AKP. Il y a ma génération, mais qui est déjà du passé. Et il y a d'autres qui émergent. L'autre jour, effectivement, peut-être que vous êtes turcophone ou... Non, voilà. Mais pour les turcophones, en tout cas, l'autre jour, il y a eu un mini-reportage dans une épicerie de El-Azhar, ultra conservateur, et le commerçant disait, nous tous, nous avons vécu, c'est une région kurde turque, et les Turcs sont ultra nationalistes dans cette région. Il disait, jusqu'à maintenant, on était tous ultranationalistes, maintenant on a 40 ans, on devient communiste. Par dépit par rapport au pouvoir. Et cette idée que pour Erdogan, c'était très clair, hein, pour Poutine aussi d'ailleurs, il faut les lire tous ensemble en parallèle. Pour Erdogan, c'est très clair, la société est un troupeau. Reaya. Voilà, on a le terme d'arabe, non, voilà, dans l'Empire ottoman, il était, comment dire, statué en tant que troupeau. Et en tant que troupeau, effectivement, un membre de la n'a pas le droit de porter de l'épée et monter à cheval. C'est-à-dire, n'a pas son mot à dire sur la gestion de la cité. Et aujourd'hui, il y a cette volonté de refuser d'être un membre de troupeau. Juste un mouton parmi les autres moutons. Mais comme j'ai dit, voilà, là aussi, impossible de prévoir comment les choses vont se dérouler. Erdogan comptait beaucoup sur Trump. Et il se peut qu'il ne trouve pas nécessairement ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherchait auprès de Trump? Une légitimation absolue, va prendre la Syrie, donc il y a des milliards qui vont arriver. Ouais. Donc voilà, la Turquie est superpuissance régionale reconnue par l'Amérique. Voilà. D'accord. Trump, effectivement, a dit « I like him, he likes me ». Mais comme à propos de Xi Jinping, il a dit « I love him, I love him, I love him ». Donc voilà, effectivement, il adore littéralement, y compris Xi Jinping, il adore tous les dictateurs. Mais ça ne se traduit pas en termes de reconnaissance de la Turquie en tant que puissance régionale. Ouais. Donc là, ça crée une déception chez Erdogan. Ouais. Est-ce qu'il y a une question encore en ligne? Ah, allez-y, madame. Et puis après, on passera. Il n'y en a plus en ligne? C'est bon. Bonjour. Moi, je voulais savoir si Israël il pouvait trouver en le nouveau régime ou le nouveau pouvoir syrien un allié dans la région. Il ne désire que ça et il fait tout pour ne pas y arriver. Il ne désire que ça, oui. Effectivement, je pense que pour Israël, c'est très très clair. Il faut que le Liban et la Syrie intègrent les accords d'Abraham. À la limite, peut-être plus le Liban pour des raisons multiples, historiques, etc. Mais la Syrie aussi. Et de l'autre côté, c'est pas en bombardant la Syrie, en occupant une partie de la Syrie, qu'on y arrivera. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une logique de consensus, voilà, de garantie. Il ne suffirait pas de donner des garanties uniquement aux Druzes, aux Kurdes et aux Alaouites. Il faut donner aussi des garanties au nouveau pouvoir qui émergera. Israël est pour le moment pas du tout dans ça. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit, voilà, effectivement, leur objectif final, c'est de ne pas laisser de puissance ennemie dans la région. Non? Donc voilà. Israël, jusqu'à maintenant, a toujours voulu avoir des ennemis à l'extérieur. On ne peut pas parler des questions palestiniennes en plus. Non? Donc voilà. Et donc, de l'autre côté, ils ont toujours dit, la seule chose qu'on souhaite, c'est la reconnaissance du monde arabe. Enfin, on devient une partie du Moyen-Orient. Là aussi, vous avez une sorte de schizophrénie, mais qui existe déjà chez Ben Gurion. Non? Donc, on est pleinement européen, et on veut être pleinement moyen-oriental, tout en restant pleinement européen. Donc, on veut être interne tout en restant externe. C'est une tension qui est ingérable. Mais donc voilà, effectivement, aujourd'hui, cette tension apparaît de nouveau. Nous, on est une extension de l'Europe ou de l'Amérique, et de l'autre côté, on veut être au Moyen-Orient et pleinement reconnu au Moyen-Orient. Donc voilà, je crois qu'on en est là.
Que la Tunisie ou l'Algérie ne reconnaissent pas Israël, je crois que pour eux, c'est pas très, très, très important. Qu'à terme, la Syrie intègre les accords d'Abraham, je crois que là, ils vont pouvoir monnayer ça fort. Mais comme j'ai dit, de l'autre côté, sur le terrain, ce qu'ils font, c'est pas du tout ça, quoi. C'est l'inverse, même. C'est l'inverse. Du coup, quelle est, à votre avis, la position actuelle du nouveau régime, du nouveau pouvoir syrien vis-à-vis d'Israël? Alors, le De nouveau. l'autre côté, enfin, je veux Oui. dire de ce Oui. côté-là. Alors, non, non, votre question est très, très pertinente. Parce qu'il y a aussi la dimension de nouveau régime. Et je crois que le nouveau pouvoir est tétanisé. Voilà. Le nouveau pouvoir veut survivre. Je pense que là, loin de moi de faire une quelconque éloge de nouveau pouvoir, ils sont conscients que la Syrie est vraiment exsangue. Voilà. Une fois de plus, rappelez les chiffres, 500 000 morts, 12 millions, 13 millions de déplacés ou de réfugiés. Donc, le nouveau pouvoir ne veut absolument aucun affrontement. Et même s'il n'y avait pas de reconnaissance officielle, hein, si jamais il y avait des pas qui venaient d'Israël, je pense qu'il y aura une réponse positive, diplomatique positive de la part de nouveaux pouvoirs. Voilà, voilà. Voilà. Et Ahmed Al-Shara l'a dit publiquement plusieurs fois, que nos voisins n'aient aucune inquiétude. Nous ne souhaitons le conflit avec aucun d'entre eux. Nous souhaitons devenir une puissance, voilà, de pacification. Nos voisins, il n'y en a que 3, parce que l'Irak, c'est notre cas. Bon, voilà. Il n'y a pas de menace qui vient de l'Irak pour le monde, et la Syrie ne menace pas l'Irak. En 2013-2014, c'était différent. La Turquie, mais la Turquie est officiellement protectrice du nouveau régime. Le Liban, au Liban, effectivement, ils ont donné des gages, et surtout Israël. Nous ne deviendrons plus une zone tampon qui abriterait les milices, qui laisserait les armes transiter par Al-Qusayr pour aller au Liban. Donc, il y a eu énormément de signes publics d'ouverture ou d'apaisement. Et en même temps, le nouveau régime sait très bien qu'il n'a aucun moyen de rentrer en confrontation avec Israël, donc il ne peut pas s'amuser, entre guillemets, à dire quoi que ce soit. Pas la moindre provocation. Voilà. Parce que sinon, ils vont se prendre un déluge de feu qu'ils se prennent déjà sans aucune raison, puisque Israël ne fait que mener des frappes préventives. Il y a un concept là aussi qui mérite d'être interrogé quand même, hein, comme dans la façon de faire. Oui. Non, mais c'est-à-dire, effectivement, on ne veut plus on peut accepter l'existence d'une Syrie, mais pas une Syrie État souverain. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est la stratégie d'Israël vis-à-vis de tous ses voisins aujourd'hui. Oui. Oui, mais finalement, ils ont fini par accepter l'existence d'un Irak. Ouais. Armé, Ouais. y compris avec son aviation. Mhm. Alors qu'avec la Syrie, voilà, c'est une autre chose. De l'autre côté, il faut pas oublier que la Syrie, c'est un peu la continuité de ce nationalisme arabe des années 60-70. Hein. C'est l'époque de Nasser, donc il y a la mémoire très longue de tout ceci, alors que la Syrie est aujourd'hui définitivement sortie de ça. Ouais. Est-ce que de ne pas riposter à Israël, c'est une chose, mais de normaliser avec, est-ce qu'il pourra prendre le pas de normaliser avec Israël tout en étant le volant occupé? Ça lui donnera peut-être une police d'assurance plus survie de son régime. Comme ça, il aura des bons rapports avec les États-Unis en même temps. Est-ce qu'il a la perspective de faire cette pas? Oui. Alors, Elisabeth Picard, hein, une très très grande référence pour nous tous, avait utilisé le terme de toujours plus petit pour parler de la Syrie. Ça veut dire toujours amputé. Et cette amputation a commencé en 1938, hein, avec même avant, d'accord. N'incluez pas le Liban dans la Syrie. Une chose, c'est que quand il y a eu la conférence Saint-Raymond entre les Français et les Britanniques, ils se sont mis d'accord pour amputer la Syrie. Oui, oui. Et il fallait créer le Grand Liban. Donc Oui. Après, c'est la Turquie qui a voilà. Voir à Saint-Rémy, les Palestiniens disaient nous sommes le sud de Syrie. Voilà, puisque vous créez une Syrie, on veut faire partie de la Syrie. Donc, voilà. Mais disons qu'effectivement, 38-39, hein, donc à la salle de Saint-Jacques d'Alexandrette, hein, et puis finalement, la Syrie a été quand même obligée de reconnaître la Turquie, de nouer des rapports diplomatiques très tendus, mais diplomatiques avec la Turquie. Et puis après, voilà, effectivement, il y a la question d'Israël.
de Golan. Je pense qu'effectivement, la Syrie sait que le Golan de 67 ne sera plus, Ouais. ne sera plus restitué. Mais au moins que Israël quitte le Golan de 2024. Ouais, Hein, c'est voilà. ça, absolument. Parce qu'il y a ce problème-là. Ouais. Et tant qu'effectivement, il y a cette nouvelle occupation, en plus, bon, j'ai vu des photos sous la neige. Il a beaucoup neigé cette année dans cette région. Netanyahou en disant non, non, on ne va pas quitter tout de suite. Et là aussi, j'ai l'impression de cette idée que l'espace est stratégique. L'espace protège l'espace. Voilà, c'est comme si en France ou en Allemagne, on était encore dans cette logique. Hein. Mais en Russie, on est dans ça. En Turquie, on est dans ça. En Israël, on est dans ça. L'Amérique te trompe, Groenland, Groenland, Groenland. Ouais. Sans le Groenland, la nation ne peut pas survivre. Ouais. Donc, là aussi, vous voyez effectivement espace et espèce. Donc, il y a beaucoup de choses qui remontent au 19e siècle, au détestable 19e siècle, parce qu'il est aussi un 19e siècle très généreux, très sympathique. Voilà, ces éléments refont surface. Hein. Moi, j'aurais juste une dernière question, même si ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Mais est-ce qu'à ton avis, les États tels qu'on les a connus dans cette région est une structure qui va se maintenir, ou est-ce que quand même on va de plus en plus vers une fragmentation, et est-ce qu'on va aller vers des micro-États de plus en plus, ou est-ce que la notion d'État ou d'État-nation va reprendre après toutes ces fragmentations auxquelles on a assisté avec la milicisation dont on a parlé? Comment tu vois l'avenir de cette région sous cet angle-là? Alors, pour l'avenir, je ne dirais rien comme engagement, oui. Voilà. Comment je m'engagerai, par exemple. Hein. Et comment, effectivement, parce que l'imaginaire politique est vraiment très nécessaire, tout à fait nécessaire. À un moment donné, effectivement, on reproduit des modèles où on fragmente des États, Ouais. on les renforce, parce qu'on a un imaginaire politique qui n'est plus du tout actif. On peut parfaitement imaginer des formes de représentation, des formes d'autonomie, des formes de fluidité entre les frontières. Voilà, la question kurde. À la limite, on n'a peut-être même pas besoin de créer un État kurde pour que le Kurdistan existe. Le Kurdistan peut être à la fois une série d'autonomies et une frontière totalement libre. Ouais. Voilà, le Kurdistan et les pays lapons ne sont pas la même chose. Mais il y a une assemblée lapon transfrontalière. Ça veut dire 3 ou 4 pays, les lapons de 3 ou 4 pays sont dans cette assemblée. On peut parfaitement imaginer ces formes de représentation, ces formes de fluidité transfrontalière. On peut tout à fait imaginer des formes de représentation culturelle ou culturelle. Et c'est pour ça qu'ils m'ont récemment, enfin je le fais tous les 10 ans, bientôt je ne pourrai plus le faire parce que je n'aurai plus de 10 ans d'années devant moi, rédire les austro-marxistes. Ah oui. Voilà, on est dans cet empire, voilà, la grande cacanie, Kaiserlich ou Königlich, démesuré, absolument cosmopolite et en même temps fragmenté avec plein de communautés. Et qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la question nationale? Et donc, du coup, là, on dit, voilà, pourquoi ne pas penser, par exemple, à des formes d'autonomie supraterritoriale? Je sais bien qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause les frontières, sinon ce sera une catastrophe. Enfin, Israël les remet en cause tous les jours. Israël le met, voilà. Et la Turquie l'a fait. Ouais. Donc, voilà, effectivement, essayer de voir quel type de nouveau modèle qui ne reproduirait pas l'ancienne. Cette ancienne qui remonte au 19e, une fois de plus. Ouais. Mais je vois très, très mal comment les États se renforcent. Parce que le renforcement, c'est déjà un point militaire, mais l'Iran et la Turquie sont militairement surpuissants aujourd'hui. Malgré l'affaiblissement, voilà, des attaques iraniennes, israéliennes, voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de la force de conviction, de l'adhésion de la population, d'une mobilisation qui viendra de l'intérieur, hein, d'un dynamisme. Il y a 40 ans, 50 ans, dans chaque famille iranienne ou turque, il y avait 6 ou 7 enfants. Aujourd'hui, on est à 1,6. Ouais. En Iran, le pouvoir a lancé une double révolution culturelle en 1979 et en 2009. Et Khamenei dit, la seule chose qui me réveille en pleine nuit, c'est la guerre culturelle. L'Occident nous attaque. L'Occident n'attaque pas du tout l'Iran culturellement. Ouais. Les Iraniens se saisissent du rock, des films occidentaux comme les soviétiques des années 70 faisaient tout pour écouter un morceau de rock. Voilà.
Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment la notion de l'État doit être dissociée de la notion de puissance. Penser la société. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est qu'il nous est interdit, effectivement, voilà, répondre à tout ceci avec une pensée du 19e siècle ou une pensée des années 1920, comme Erdogan le fait, comme Poutine le fait, comme Trump le fait aujourd'hui. Voilà. Ça ne sera pas la solution. Il y a une dernière question, vous avez dit ou... Alors, il y a une Puisqu'on dernière arrive, question. oui, rapidement alors. Rapidement, quelle serait la position de la Russie dans la Syrie et dans la région concernant les bases militaires? Alors, la Syrie, bon, effectivement, c'est le traumatisme de la Russie. Comme j'ai dit, en 2015, c'était effectivement la Russie qui avait sauvé le régime. 2015, c'était le retour, c'était considéré comme le retour de la Russie sur la scène internationale, sur la scène du Moyen-Orient depuis la fin de l'Union soviétique. Donc là, le traumatisme est absolument gigantesque. Après, voilà, pour le moment, ils gardent leur base et il se peut que le nouveau pouvoir ne soit pas très exigeant par rapport à cela. Donc voilà, vous avez 3 bateaux, 5 avions, gardez-les. Ouais. Mais à Moscou, à Damas même, vous n'avez plus votre mot à dire. Est-ce que tu as un livre en préparation? Camille, tu es toujours en train d'écrire pour nous mettre Oui, l'eau à la oui. bouche. Non, j'ai quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Ah bon? Et sur quoi alors? Ça s'appelle Valpurgis. Et c'est sur la révolution de droite 1970-1945. D'accord. Donc, tu devras quand même le présenter à l'IREMO, même si ça sort, parce que je pense qu'on aura toujours le plaisir à écouter Hamid. Un grand merci pour toutes tes analyses. Merci infiniment.